Le 20 octobre 1945, un avion militaire atterrit à Nuremberg avec à son bord des prisonniers. Parmi les passagers se trouvait un psychologue de 34 ans, fils d'immigrants juifs autrichiens, qui parlait couramment l'allemand. Il s'appelait Gustav Marc Gilbert. Il avait un accès illimité. Il pouvait entrer dans n'importe quelle cellule, à toute heure, sans demander la permission. Pendant une année entière, il s'entretiendrait avec les hommes qui avaient conduit le Troisième Reich vers l'abîme. Gustav Marc Gilbert est né à New York le 30 septembre 1911. Il a obtenu son doctorat en psychologie expérimentale à l'Université de Columbia en 1939. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, il fut enrôlé dans l'armée américaine et affecté au poste de traducteur compte tenu de sa maîtrise de l'allemand. Cette compétence linguistique allait le mener là où peu d'universitaires auraient jamais pu se rendre, la prison de Nuremberg, où les 22 hommes les plus puissants encore en vie du régime nazi attendaient leur procès. Son titre officiel était celui de psychologue de prison et d'officier de liaison. Le colonel Burton C. Andrus, commandant de la prison, lui accorda dès le premier jour un accès illimité à tous les prisonniers. Gilbert pouvait entrer sans escorte. Il pouvait s'asseoir dans les cellules. Il pouvait parler de ce qu'il voulait. Cette liberté de mouvement était extraordinaire et Gilbert en profita de manière systématique comme aucun autre chercheur de l'époque n'aurait pu le faire. Le médecin psychiatre qui l'avait précédé était le major Douglas M. Kelly, qui fut présent pendant le premier mois du procès. Il fut remplacé par le major Leon N. Goldenson, qui exerça la fonction psychiatrique pendant la majeure partie du procès. Gilbert n'était pas le psychiatre officiel, cette distinction revenait à Kelly, puis à Goldenson, mais le psychologue, celui qui administrait les tests d'intelligence, les tests projectifs de Rorschach, les tests d'aperception thématique et celui qui passait plus de temps dans les cellules que n'importe quel autre fonctionnaire américain. Sa méthode était apparemment informelle. Il entrait, discutait, posait des questions qui ne ressemblaient pas à des questions. Il ne prenait jamais de notes en présence des prisonniers. Il sortait, se rendait dans un endroit privé et rédigeait ses notes immédiatement, avec la plus grande précision possible. Ces notes sont devenues son journal, publié en 1947 sous le titre Nuremberg Diary, en français, le journal de Nuremberg, un ouvrage qui reste l'une des sources primaires les plus extraordinaires de la psychologie du totalitarisme. La différence entre ce que faisait Gilbert et ce qu'aurait fait un journaliste était fondamentale. Gilbert ne cherchait pas des déclarations destinées au public. Il recherchait des schémas de pensée, des mécanismes de défense, des structures de personnalité. Et lorsqu'il en trouvait, il les consignait avec la froideur clinique de celui qui en a déjà vu assez pour ne plus être surpris, mais qui ne peut encore s'empêcher d'être émerveillé. Avant le début du procès officiel le 20 novembre 1945, Gilbert a mis à profit la période d'isolement cellulaire qui a suivi l'acte d'accusation, lu le 20 octobre, pour établir un contact individuel avec chaque prisonnier, leur faire passer des tests d'intelligence et leur demander de signer une copie de l'acte d'accusation en y ajoutant un commentaire spontané. Ces premières réponses se sont révélées être des portraits instantanés de la personnalité que l'observation ultérieure ne ferait que confirmer. Il existe un mythe tenace concernant les dirigeants nazis, celui selon lequel ils étaient des hommes médiocres, des fanatiques aux capacités intellectuelles limitées. Les résultats des tests d'intelligence administrés par Gilbert à la prison de Nuremberg ont définitivement détruit ce mythe. Gilbert a utilisé sa propre adaptation en allemand du test Wechsler-Bellevue pour adultes en éliminant les éléments susceptibles d'être biaisés par des différences culturelles telles que le vocabulaire et la culture générale. La batterie de tests comprenait 8 sous-tests, des séries de chiffres de longueur croissante pour mesurer la mémoire, des opérations arithmétiques de difficulté progressive, des questions de bon sens, la formation de concepts par similitude verbale, un test de substitution de code, l'assemblage d'objets, semblables à des puzzles, la reproduction de motifs avec des blocs de couleurs, et la reconnaissance de parties manquantes dans des images. Les quotients intellectuels ont été calculés à l'aide de la méthode Wechsler-Bellevue qui, contrairement à l'échelle de Stanford-Binet, intègre un ajustement tenant compte du déclin naturel de l'intelligence moyenne avec l'âge. Cela permettait des comparaisons plus justes entre des hommes d'âge très différents. Göring avait 52 ans, von Schirach 37,
Bien que Gilbert ait averti que les hommes plus âgés comme von Papen, Raeder, Schacht et Streicher auraient probablement des scores inférieurs de 15 à 20 points à ce qu'indiquaient leurs résultats, compte tenu de la tendance au déclin cognitif avec l'âge. Le résultat qui a le plus surpris Gilbert, et Göring en particulier, fut celui du premier du classement. Hjalmar Schacht, surnommé le magicien des finances du Reich, a obtenu 143 points. En deuxième position se trouvait Arthur Seyss-Inquart, le chancelier autrichien qui allait devenir plus tard commissaire du Reich pour les Pays-Bas, avec 141 points. En troisième position, à égalité, se trouvaient Hermann Göring et Karl Dönitz avec 138 points chacun. Venait ensuite Franz von Papen avec 134 points, l'amiral Erich Raeder avec 134 points, Hans Frank avec 130 points, Hans Fritsch avec 130 points, Baldur von Schirach avec 130 points, Joachim von Ribbentrop avec 129 points, Wilhelm Keitel avec 129 points, Albert Speer avec 128 points, Alfred Jodl avec 127, Alfred Rosenberg avec 127, Konstantin von Neurath avec 125, Walter Funk avec 124, Wilhelm Frick avec 124, Rudolf Hess avec 120, Fritz Sauckel avec 118, Ernst Kaltenbrunner avec 113 et en dernière position Julius Streicher avec 106. La moyenne du groupe était d'environ 129 points. Cela le place à près de 2 écarts types au-dessus de la moyenne de la population générale. En termes statistiques, ce score moyen correspond aux 2% les plus intelligents de n'importe quelle population. Ce n'étaient pas des hommes médiocres. Ils étaient intelligents, beaucoup d'entre eux brillants, et cela, loin de rassurer Gilbert, le troubla profondément. Göring a répondu au test d'intelligence avec l'attitude qui le caractérisait en tout le reste, compétitif, égocentrique et animé d'un besoin presque physique d'être le meilleur. Gilbert nota dans son journal que, lorsqu'il lui fit passer le test, Göring réagit comme un écolier prétentieux désireux d'impressionner son professeur, applaudissant lorsqu'il parvenait à compléter les séries de chiffres les plus difficiles et frappant le lit avec impatience lorsqu'il échouait. Lorsque Gilbert lui indiqua qu'il avait obtenu l'un des meilleurs scores du groupe, sans lui dire que Schacht l'avait surpassé, Göring décida que les psychologues américains avaient vraiment quelque chose là, bien meilleur que les méthodes utilisées par les psychologues allemands dans les centres d'évaluation de la Wehrmacht. La nouvelle selon laquelle Schacht, son rival de toujours dans la gestion économique du Reich, avait obtenu le QTAM le plus élevé, ne parvint pas directement à Göring. Mais la confirmation implicite de ce fait dans le contexte du procès attisa l'hostilité entre les deux hommes, qui remontait déjà à plusieurs années. Keitel, quant à lui, se prépara au test d'intelligence avec la méticulosité d'un officier prussien. Il rangea sa cellule, nettoya la table, mit de côté les fiches utilisées après chaque question, et déclara avoir trouvé l'objectivité du test supérieure au non-sens idiot avec lequel les psychologues allemands travaillaient dans les centres de sélection de la Wehrmacht. Il fit remarquer à Gilbert que les militaires de la marine étaient bien plus intelligents politiquement que ceux de l'armée de terre, car ils avaient voyagé et connaissaient les tempéraments étrangers. La conclusion générale de Gilbert sur les résultats était sans équivoque. L'intelligence ne protège pas contre la méchanceté. Elle n'est pas un bouclier contre le fanatisme. Elle n'empêche pas la participation à des crimes de masse. L'épreuve de Nuremberg démontrait le contraire, que des hommes parfaitement capables de raisonnement abstrait, de planification stratégique, de gestion bureaucratique complexe, peuvent en même temps organiser, diriger et exécuter l'extermination systématique de millions d'êtres humains. C'était là, selon Gilbert, la vérité la plus troublante que le procès de Nuremberg avait mise en lumière. Hermann Wilhelm Göring est arrivé à Nuremberg en tant qu'accusé le plus haut placé, Reichsmarschall, chef de la Luftwaffe, président du Reichstag, plénipotentiaire du plan quadriennal, successeur désigné d'Hitler. La liste de ses fonctions occupait plus de 3 lignes dans l'acte d'accusation. Il était, à tout sens du terme, le chef de facto du groupe d'accusés, et il le savait, et il exerçait ce rôle avec l'arrogance de celui qui se croit encore au pouvoir. Lorsque Göring arriva à la prison de Mondorf, au Luxembourg, avant d'être transféré à Nuremberg, il arriva avec 2 valises remplies de comprimés de paracodine.
Il était accro aux opiacés depuis des années, une dépendance que les médecins de la prison, les docteurs Miller et Kelly, avaient progressivement réduite à l'aide de doses décroissantes. Le colonel Andrus, commandant de la prison, évoquait ce processus avec satisfaction. Lorsque Göring est arrivé chez moi à Mondorf, c'était une loque servile avec 2 valises remplies de paracoïne. J'ai cru qu'il était un trafiquant de drogue, mais nous l'avons sevré de sa drogue et nous en avons fait un homme. Sevré, Göring était un spécimen psychologique de premier ordre. Gilbert le décrivit avec une précision clinique dans son article de 1948 publié dans le Journal of Abnormal and Social Psychology sous le titre « Hermann Göring, amiable psychopathe ». Hermann Göring, psychopathe affable. La combinaison de ces termes n'était pas fortuite. Göring était véritablement affable, plein d'humour, très cultivé, capable de converser sur l'art, la musique, l'histoire militaire et la politique internationale avec l'aisance d'un homme du monde. Et en même temps, son incapacité à reconnaître sa culpabilité, son égoïsme pathologique, sa manipulation constante des autres prisonniers pour maintenir une ligne du parti cohérente et son indifférence absolue face à la souffrance humaine que ses décisions avaient causée, constituaient le tableau classique d'un trouble de la personnalité antisociale sévère. Lorsque Gilbert l'informa du suicide de Robert Ley, Göring ne montra aucune émotion. Sa réponse fut calculée. « C'est bien qu'il soit mort, car j'avais des doutes sur la façon dont il se comporterait au procès. Il a toujours été si distrait, toujours en train de faire ses discours si fantaisistes et grandiloquents. Je suis sûr qu'il se serait ridiculisé au procès. Bon, ça ne m'étonne pas qu'il soit mort, car de toute façon, il était en train de se tuer à force de boire. » Au cours des premières semaines du procès, Göring tenta d'asseoir son autorité de facto sur le groupe d'accusés d'une manière que Gilbert trouva cliniquement révélatrice. Dans la salle à manger où les prisonniers déjeunaient ensemble, Göring installa une table de commandement et attendait que les autres accusés de rang supérieur prennent place par rapport à lui. Frank a décrit comment, même en prison, Göring s'arrêtait avant de sortir se promener et attendait que Frank se place à sa gauche, à la position d'un officier subalterne. « Vous imaginez ça, même maintenant, dans cette prison ?» a dit Frank à Gilbert en secouant la tête. « Je ne m'embête plus avec lui. » Mais la tactique de Göring était plus complexe qu'un simple jeu de prestige. Göring s'efforçait activement de maintenir ce que Gilbert appelait un « front uni » entre les accusés. Une attitude collective marquée par le cynisme envers le procès, le déni de la culpabilité collective et la défense de la réputation historique du Troisième Reich et d'Hitler en particulier. Pour maintenir ce front, Göring faisait pression, flattait, menaçait de manière voilée et contrôlait les conversations dans la salle à manger avec le même instinct politique qui l'avait conduit au pouvoir en Allemagne. Son attitude envers le procès était d'un cynisme ouvert. Dès le premier jour, et quel que soit le nombre de preuves documentaires présentées contre lui, Göring a maintenu que le procès était une affaire politique des vainqueurs et qu'il pouvait répondre de tout ce qu'il avait fait, mais pas de ce qu'il n'avait pas fait. Dans des conversations privées avec Gilbert, il se montrait nettement plus franc. « Naturellement, pensez-vous que je réarmerai à nouveau ? Bien sûr que je réarmerai. Je réarmerai l'Allemagne jusqu'à ce qu'elle regorge d'armes. Je regrette seulement de ne pas avoir réarmé encore davantage. » Quant aux traités internationaux, bien sûr, je les considérais entre nous comme de simples bouts de papier. Sa réaction lorsqu'il a vu le film sur les camps de concentration projeté dans la salle d'audience le 29 novembre 1945 était caractéristique, gêné par l'effet que le film produisait sur les autres accusés, plus que par son contenu en soi. « C'était une si belle soirée jusqu'à ce qu'il montre ce film ?» a-t-il dit à Gilbert ce soir-là. Il lisait mes conversations téléphoniques sur la question autrichienne et tout le monde riait avec moi. Et puis ils ont montré cet horrible film, et ça a tout gâché. Pendant toute l'année qu'a duré le procès, Göring n'a montré aucun signe sincère de remords. Son suicide, commis dans la nuit du 15 octobre 1946, quelques heures avant l'exécution de la sentence de mort par pendaison, fut le dernier acte de maîtrise qui lui restait. Rudolf Hess est arrivé à la prison de Nuremberg en provenance d'Angleterre dans un état d'amnésie totale apparente. Il ne reconnaissait personne. Il ne se souvenait de rien du passé. Parmi ses effets personnels se trouvaient de petits paquets d'échantillons alimentaires qu'il avait emballés
scellé et étiqueté pendant une période de délire paranoïaque concernant l'empoisonnement de sa nourriture. Il restait assis dans sa cellule dans un état d'apathie, sans donner le moindre signe de familiarité avec aucun sujet évoqué du passé, y compris son propre vol vers l'Écosse le 10 mai 1941. S était arrivé en Écosse seul, aux commandes d'un Messerschmitt Bf 110, sans autorisation et sans préavis, dans une tentative apparemment personnelle de négocier la paix avec la Grande-Bretagne. Le choc au sein de la hiérarchie nazie avait été dévastateur. Hitler était furieux. Göring avait dû déclarer publiquement que l'un des plus hauts dirigeants du Reich était fou. C'était une humiliation politique de premier ordre, et Göring ne l'a jamais pardonné. Pensez-vous qu'Hitler aurait envoyé le troisième homme du Reich en mission en solitaire en Angleterre sans la moindre préparation ? Demanda Göring à Gilbert avec indignation. Hitler est devenu furieux quand il l'a appris. Pensez-vous que cela nous a fait plaisir de devoir déclarer publiquement que l'un de nos principaux dirigeants était fou ? L'amnésie de Hess à Nuremberg a fait l'objet d'un examen psychiatrique approfondi. Une commission américaine composée du docteur Nolan D. C. Lewis de l'Université de Columbia, du docteur Donald E. Cameron de l'Université McGill et du colonel Paul Schroeder de Chicago l'a examiné dans sa cellule, en présence de Gilbert comme interprète. La conclusion fut que Hess ne souffrait pas de folie au sens juridique du terme, bien que son amnésie semblait authentique. Lorsqu'on lui montra un film nazi dans lequel il apparaissait, il ne manifesta aucune réaction. La révélation eut lieu le 30 novembre 1945 lors d'une audience à huis clos convoquée pour déterminer si Hess était apte à se défendre. Lorsque son avocat, le docteur Rorschach, commença à faire valoir que Hess était inapte, Hess écrivit un mot et demanda qu'on le remette à son avocat, qu'il ignora. Hess a alors interrompu la procédure par une déclaration. « Ma mémoire est revenue à la normale. Les raisons pour lesquelles j'ai feint la perte de mémoire étaient d'ordre tactique. » Le tribunal sombra dans le chaos. L'avocat de la défense était complètement déconcerté, ne sachant pas si son client avait feint l'amnésie auparavant ou s'il la feignait à présent. Göring, lorsqu'il l'apprit, rugit de plaisir, croyant que Hess avait joué un tour magistral au psychiatre. Von Schirach déclara, les yeux écarquillés d'étonnement, « Eh bien, c'est la fin de la psychologie scientifique. » Lorsque Gilbert rendit visite à Hess dans sa cellule ce soir-là, la mémoire de Hess était parfaitement intacte. Il fut capable de répondre à des questions sur son incarcération, sur son vol vers l'Écosse, sur son rôle au sein du parti. Lorsque Gilbert lui demanda ce que Hitler avait dit en apprenant la nouvelle du vol, Hess se hérissa. « Je ne sais pas ce qu'il a dit et je ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. » Les tests d'intelligence répétés ont montré une amélioration modérée de la mémoire, mais Hess a commis certaines des mêmes erreurs qu'auparavant. Son affirmation selon laquelle il aurait pu obtenir de meilleurs résultats s'il avait fait plus d'efforts ne tenait pas la route face aux résultats des tests. Voici ce que Gilbert en a conclu cliniquement. Hess avait une personnalité hystérique. L'amnésie avait été, au moins en partie, une réaction de défense face à la plus grande humiliation de sa vie. Le fait qu'Hitler l'ait publiquement déclaré fou. À son arrivée à Nuremberg, entouré de ses anciens compagnons, le risque de ce même rejet redevint insupportable. Lorsque Gilbert l'avertit qu'on ne le laisserait probablement pas revenir au procès s'il continuait à paraître incompétent, Hess décida qu'il était temps d'en finir avec ce jeu. Pendant le procès, Hess manifesta des tendances paranoïaques constantes. Göring rapporta que Hess faisait des remarques sur une machine installée sous sa cellule pour le rendre fou avec le bruit du moteur. Que lorsque le café était trop chaud, il supposait qu'on voulait le brûler. Lorsqu'il était froid, qu'on voulait l'ennuyer. Il fut le seul prisonnier à être arrivé à Nuremberg avec des colis de nourriture scellés pour éviter tout empoisonnement. La peine finalement prononcée fut la prison à perpétuité. Hess mourut le 17 août 1987, à l'âge de 93 ans, à la prison de Spandau à Berlin-Ouest, dernier prisonnier de cet établissement. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, l'homme qui avait signé le pacte Molotov-Ribbentrop en août 1939, ouvrant la voie à l'invasion de la Pologne, arriva dans la cellule numéro 7 de la prison de Nuremberg comme une version fantomatique du diplomate arrogant qu'il avait été. Gilbert le décrivit avec une précision qui frôle la cruauté.
L'effondrement du système, qui avait soutenu sa diplomatie par la force des armes, avait fait ressortir toute la fausse force de caractère de sa personnalité fragile. Il ne restait plus qu'un opportuniste désorienté et démoralisé par la défaite, sans même un argument cohérent pour maintenir un semblant de dignité. Dans les semaines précédant le procès, Ribbentrop rédigeait des mémos interminables et demandait conseil à tous ceux qui s'approchaient de lui, aux médecins, aux gardiens de cellules, aux livreurs de repas, aux coiffeurs. Le médecin allemand de la prison fit remarquer que s'il y avait eu un concierge dans l'établissement, von Ribbentrop lui aurait également demandé conseil sur sa défense de la politique étrangère nazie. Lors des interrogatoires précédant le procès, Ribbentrop se plaignait fréquemment de trous de mémoire et demandait aux interrogateurs ce qu'ils en pensaient. Göring, qui ne l'avait jamais estimé, le décrivit à Gilbert comme un égoïste sans limite, un négociant en vain qui avait réussi dans les affaires, mais qui n'avait ni le bagage ni le tact nécessaire à la diplomatie. Et il ajouta, sur le ton de celui qui se croit habilité à juger les compétences d'autrui. Lorsqu'il fut présenté au roi d'Angleterre, il le salua par le Heil Hitler, ce que les Anglais considérèrent naturellement comme une insulte à la couronne. Ribbentrop avait un besoin obsessionnel de parler de la personnalité magnétique d'Hitler. Après la projection, lors du procès, du film documentaire sur la montée au pouvoir des nazis, qui comprenait des images d'Hitler en action, Ribbentrop fondit en larmes. Non pas de remords, mais de nostalgie. « Ne sentez-vous pas la force terrible de sa personnalité ?» demanda-t-il à Gilbert, les yeux humides. « Je ne sais pas si vous le pouvez, mais nous la sentons. » Et puis, dans sa cellule, cette nuit-là, il alla encore plus loin. « Même avec tout ce que je sais, si Hitler venait vers moi en ce moment même, je ne pourrais tout simplement pas le renier. » Cette incapacité à se détacher psychologiquement d'Hitler était, pour Gilbert, l'un des traits les plus significatifs du profil de Ribbentrop. Ce n'était pas seulement de la loyauté politique. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à une dépendance affective, à la structure de pensée de quelqu'un qui n'avait jamais eu de convictions propres, mais qui s'était approprié les convictions de celui qui était le plus proche du pouvoir. L'incohérence était le trait dominant. Un jour, Ribbentrop affirmait avoir prévenu les Anglais qu'ils se battraient. Le lendemain, il disait qu'il n'avait jamais pu contredire Hitler après que celui-ci lui eût crié dessus en 1940. Un jour, il insistait sur le fait que le pacte de Munich n'avait pas été violé juridiquement. Le lendemain, il admettait qu'il s'agissait absolument d'une promesse non tenue. Lorsque Gilbert lui faisait remarquer ces contradictions, Ribbentrop souriait avec obséquiosité et lui assurait que lui, Gilbert, ne comprenait pas ces choses-là. Le tribunal le déclara coupable des 4 chefs d'accusation. Il fut exécuté par pendaison le 16 octobre 1946, le premier des condamnés à être conduit à la potence dans le gymnase de la prison de Nuremberg. Wilhelm Keitel, maréchal, chef du haut commandement de la Wehrmacht, incarnait l'officier prussien de la vieille école, à une différence fondamentale près. Sans ses insignes, sans son grade, sans son uniforme, Keitel n'avait aucune colonne vertébrale. Gilbert l'observa s'incliner et s'excuser devant chaque lieutenant qui venait le voir, proclamant à qui voulait l'entendre qu'il était un homme très insignifiant. Cette dévalorisation de soi était, en soi, un mécanisme de défense. Keitel tentait de se présenter comme quelqu'un qui n'avait eu aucun pouvoir réel, qui ne faisait que transmettre des ordres, qui n'avait aucune fonction de commandement. Lorsque Gilbert l'interrogea sur sa réaction à l'acte d'accusation, Keitel avait souligné le passage qui affirmait la responsabilité collective de tous les membres du complot et rejetait l'excuse consistant à obéir aux ordres. Comment peut-on m'accuser d'avoir conspiré pour mener une guerre d'agression alors que je n'étais que le porte-parole qui transmettait les souhaits du Führer ? Demanda Keitel. En tant que chef d'état-major, je n'avais absolument aucune autorité, aucune fonction de commandement, rien. Tout ce que je pouvais faire, c'était transmettre ces ordres au personnel et veiller à ce qu'ils soient exécutés. Lorsqu'on lui présentait les ordres qu'il avait signés, des ordres d'exécuter 50 ou 100 communistes pour chaque soldat allemand tombé à l'Est, des ordres de livrer des parachutistes à la SD pour qu'ils soient exécutés,
des ordres qui supprimaient les protections du droit international sur le front oriental, Keitel répondait invariablement qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres et que c'était ce qu'on attendait d'un officier. Ce qui troublait le plus Keitel, selon l'analyse de Gilbert, ce n'était pas l'accusation d'avoir participé à la conduite d'une guerre qui avait coûté la vie à des dizaines de millions de personnes. C'était l'accusation d'avoir participé au complot d'assassinat contre le général français Giraud et l'officier qui s'était échappé d'un camp de prisonniers. Ces histoires, selon le code de valeur de Keitel, portaient atteinte à son honneur d'officier, ce qui était quelque chose de qualitativement différent et pire que d'avoir signé des ordres d'exécution massive. Alfred Jodl, général des opérations de l'état-major, différait de Keitel sur un point important. Il avait un caractère bien à lui. Rigide, peu communicatif au début, Jodl gagna en éloquence au fur et à mesure que le procès avançait. Il déclara au tribunal qu'Hitler avait été un maître du secret et un maître de la tromperie par l'intermédiaire de Himmler. Jodl confia à Gilbert dans sa cellule que ses sentiments envers Hitler avaient toujours oscillé entre l'admiration et la haine. Ce qui lui faisait détester Hitler, c'était précisément ce qui touchait à son identité sociale. Le mépris d'Hitler pour la classe moyenne, à laquelle Jodl s'identifiait, sa méfiance et sa haine envers la noblesse, à laquelle Jodl était apparenté par alliance, et sa méfiance et sa haine envers l'état-major général, dont Jodl était membre. La scène la plus révélatrice concernant Jodl fut celle où Gilbert lui demanda directement s'il condamnait ceux qui avaient tenté d'assassiner Hitler le 20 juillet 1944, sachant ce qu'il savait désormais. Jodl s'interrompit au milieu d'un mouchage de nez. Il réfléchit pendant près d'une demi-minute. Il répondit finalement « Eh bien, s'ils avaient su alors ce que nous savons maintenant, c'est différent. » Mais il refusa d'aller plus loin. La duplicité, le double jeu le répugnaient. Un officier devait soit suivre les ordres, soit démissionner. Il ne pouvait pas serrer la main du chef et ensuite organiser son assassinat. Le verdict du tribunal fut unanime pour Jodl, coupable des 4 chefs d'accusation. Il fut pendu le 16 octobre 1946. Hans Frank était l'avocat d'Hitler, le gouverneur général de la Pologne occupée, l'homme qui avait supervisé un territoire où environ 3 millions de Juifs avaient été assassinés. Lorsqu'il arriva à la prison de Nuremberg, son corps portait les traces visibles de sa tentative de suicide lors de sa capture. Une cicatrice à la gorge et le petit doigt de la main gauche dont la mobilité était réduite en raison de blessures au poignet. Il lisait la Bible. Il s'était converti au catholicisme. Et lorsque Gilbert entrait dans sa cellule, la férocité de son repentir était presque théâtrale, même si Gilbert finit par se convaincre de sa sincérité. Les conversations avec Frank étaient les plus intenses du journal de Gilbert. Frank parlait avec une aisance littéraire authentique, passant sans transition de l'analyse politique au ton des prophètes bibliques. À propos d'Hitler, « Si seulement l'un d'entre nous avait eu le courage de l'abattre d'un coup de feu, c'est la seule chose que je me reproche. Quelle misère, quelle mort et quelle destruction auraient été évitées. J'ai commencé à reprendre mes esprits en 1942 et j'ai réalisé quelle méchanceté s'incarnait en lui. » Frank avait protesté contre les mesures de terreur en Pologne en 1942 et avait été dépouillé de son grade militaire et de son pouvoir politique en conséquence, bien qu'Hitler l'ait laissé en place comme gouverneur général fantoche. La manière dont Frank décrivait cela était psychologiquement sophistiquée. C'était là la méchanceté satanique en lui. Et me voilà donc. Et je le mérite, car j'étais de mèche avec le diable au début. Sa description d'Hitler était celle de quelqu'un qui avait étudié le problème de près. Ce soi-disant regard fascinant n'était rien d'autre que le regard d'un psychopathe insensible. Il était animé par un égoïsme primitif et une volonté pure, sans aucune restriction ni convention. C'est pourquoi il détestait toutes les institutions juridiques, diplomatiques et religieuses, les valeurs sociales qui représentaient des restrictions à l'expression impulsive de son ego. Frank rêvait. Ses rêves étaient ceux d'un homme réconcilié avec la mort, mais pas avec l'horreur de ce à quoi il avait participé. Il décrivit à Gilbert des rêves de vastes mers, de hautes montagnes et de cieux ouverts. Ces rêves m'emmènent bien au-delà des limites de cette cellule. Dans un rêve récent, Hitler était apparu dans la vision, au tribunal, et lui avait dit « Tu as juré fidélité jusqu'à la mort, viens !»
Frank décrivit cela avec une telle ferveur dramatique et une telle assurance secrète que Gilbert, l'espace d'un instant, soupçonna presque une hallucination. La manière dont Frank répondit aux questions de vérification dissipa tout doute quant à son état mental normal. Le diagnostic implicite de Gilbert concernant Frank était celui d'un homme d'une grande intelligence, QI de 130, doté d'une structure de personnalité profondément narcissique qui avait trouvé dans le catholicisme et dans le repentir public une nouvelle scène pour le théâtre du moi. Le remords était sincère. Mais la mise en scène du remords était également sincère, reconnu coupable des chefs d'accusation numéro 3 et numéro 4, exécuté le 16 octobre 1946. Hjalmar Horace Greeley-Schacht, président de la Reichsbank, ministre de l'économie, était l'homme ayant le QI le plus élevé de tous les accusés, et il le savait, sans faire le moindre effort pour le cacher. Il avait passé les 10 mois précédant son arrestation par les Américains dans un camp de concentration, soupçonné de conspirer contre Hitler. Et son indignation de se retrouver sur le banc des accusés aux côtés de criminels qu'il considérait comme infiniment pires que lui était constante, articulée et d'une sincérité rafraîchissante dans son arrogance. Plusieurs des accusés ne sont pas coupables. La plupart sont des criminels purs et simples, a déclaré Schacht à Gilbert le 23 octobre 1945, avec le détachement de celui qui fait un rapport de situation. Même Ribbentrop devrait être pendu pour sa stupidité. Il n'y a pas de pire crime que la stupidité. Lorsque Gilbert lui faisait remarquer que ce procès était une bonne chose pour l'histoire et la science, Schacht répondait qu'il n'avait besoin que d'une demi-heure à la barre, car son opposition aux politiques agressives d'Hitler est un livre ouvert. Après tout, c'est pour cela qu'il m'a envoyé dans un camp de concentration. La psychologie de Schacht était celle d'un véritable intellectuel doté d'une estime de soi colossalement gonflée et d'une réelle capacité à se leurrer. Il avait financé le réarmement de l'Allemagne avec une ingéniosité remarquable, en frappant des billets sans contrepartie réelle, en créant des instruments financiers permettant des dépenses militaires dissimulées. Puis, lorsque Hitler commença à absorber toutes les ressources financières du pays dans un réarmement sans limite, Schacht retira sa coopération et fut progressivement mis à l'écart. En 1944, il fut arrêté et envoyé à Flossenbürg. Ce que Schacht ne pouvait admettre, et que Gilbert consigna avec une rigueur clinique, c'était que son financement initial du régime avait été indispensable pour que celui-ci devienne ce qu'il était. Schacht avait aidé à construire la machine, puis protestait contre ce que cette machine faisait. La distinction était réelle d'un point de vue chronologique, mais le tribunal l'a jugée insuffisante pour établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable sur les chefs d'accusation de complot en vue d'une guerre d'agression. Le verdict fut non coupable. Schacht fut remis en liberté. Julius Streicher était le seul des accusés de Nuremberg sur lequel il existait un consensus unanime parmi les autres. Il était en deçà des normes minimales qu'ils appliquaient à leur propre père. Schacht le détestait, Göring le méprisait, Frank le trouvait répugnant. Et ses propres avocats de la défense se demandaient si son obsession antisémite ne provenait pas d'un esprit malade. Streicher avait fondé et dirigé pendant des décennies l'hebdomadaire Der Stürmer, une publication de propagande antisémite à caractère explicitement pornographique et scatologique qui atteignit un tirage de 2 millions d'exemplaires. Il avait été démis de ses fonctions de Gauleiter de Franconie en 1940 pour corruption et pour avoir répandu la rumeur selon laquelle le fils de Göring était un bébé éprouvette. Même parmi les nazis, Streicher était allé trop loin pour certains. À la prison de Nuremberg, Streicher faisait ce qu'il avait fait toute sa vie d'adulte, donner des conférences sur l'antisémitisme à quiconque s'approchait. Lorsque les psychiatres vinrent l'examiner, le docteur Krasnouchkine de Moscou, le colonel Schroeder de Chicago et le docteur Delay de Paris, Streicher transforma l'examen en un séminaire sur la question juive. Lorsque les médecins lui ont demandé de se déshabiller pour l'examen physique et que l'interprète russe s'est tourné vers la porte, Streicher a dit « Qu'est-ce qui lui arrive ? A-t-elle peur de voir quelque chose de beau ?» La jeune femme a tremblé de dégoût. Le diagnostic psychiatrique a conclu que Streicher souffrait d'une obsession névrotique, mais qu'il n'était pas légalement fou. Son QI était de 106, le plus bas de tout le groupe. Mais Gilbert remarqua quelque chose de plus significatif.
Lorsqu'il discutait avec lui d'antisémitisme, le schéma mental de Streicher n'était pas celui d'un propagandiste stratégique, mais celui d'une personne qui croyait sincèrement à tout ce qu'elle disait, qui trouvait dans l'antisémitisme une source de stimulation intellectuelle et presque de plaisir esthétique pervers. Ce qui rendait Streicher singulier, ce n'était pas la violence de ses convictions, mais sa nature essentiellement libidineuse. L'antisémitisme de Streicher était profondément mêlé à la sexualité, au voyeurisme, à une curiosité morbide qui se déguisait en érudition raciale. Lorsqu'il vit le film sur les camps de concentration, il admit qu'il était terrible, sans montrer aucun sentiment apparent, puis demanda si les gardes ne pourraient pas faire moins de bruit la nuit pour qu'il puisse dormir, coupable du 4e chef d'accusation, exécuté le 16 octobre 1946. Baldur von Schirach avait 17 ans lorsqu'il lut un livre américain intitulé « Le Juif international », attribué à Henry Ford. Il était, selon son propre témoignage, impressionnable, d'origine aristocratique, élevé dans un milieu où régnait un préjugé silencieux et dissimulé contre les Juifs dans les meilleurs cercles. Ce livre confirma ces préjugés, ou plutôt leur donna une structure. Un an plus tard, il rencontra Hitler à Munich et devint l'un de ses partisans les plus fanatiques. Von Schirach fut à la tête des jeunesses hitlériennes à partir de 1933, organisation qui soumit la jeunesse allemande à un programme d'endoctrinement sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne. Il fut ensuite nommé Gauleiter de Vienne, où il supervisa la déportation de dizaines de milliers de Juifs vers les ghettos et les camps de l'Est. À la prison de Nuremberg, von Schirach était le plus serein en apparence parmi ceux qui reconnaissaient une certaine part de responsabilité. Il écrivit un poème intitulé « À la mort ». Conscient de son héritage dans la noblesse et la culture allemande, il déclara à son avocat lors de leur première rencontre « Tant que je pourrai garder la tête haute, je la garderai ». Sa première longue conversation avec Gilbert, une semaine après avoir reçu l'acte d'accusation, a donné lieu à l'un des passages les plus révélateurs du journal. Von Schirach a expliqué comment il en était venu à l'antisémitisme, en attribuant la responsabilité à son jeune âge, à l'influence de Streicher, aux figures d'autorité qui traitaient l'antisémitisme comme quelque chose d'académiquement respectable, et enfin à Ford. Pourquoi personne ne nous a-t-il dit que Ford avait désavoué le Juif international et que les protocoles de Sion étaient un faux? Pourquoi tous ces mensonges historiques et scientifiques destinés à semer la haine dans des esprits jeunes et impressionnables? La dénonciation d'Hitler faite par von Schirach lors du procès, en mai 1946, fut la première véritable fissure dans le front uni que Göring avait tenté de maintenir pendant des mois. Von Schirach déclara à la barre qu'Hitler était un assassin et que les Allemands avaient été trahis. Göring, assis au banc des accusés, dut faire des efforts visibles pour contrôler sa réaction. Ce soir-là, Göring traita von Schirach de scélérat pour avoir parlé ainsi du Führer. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, il tenta d'intimider von Papen pour la même raison. Le front s'était définitivement brisé. Gilbert vit en von Schirach quelque chose qui s'apparentait presque à la version positive du profil de Ribbentrop. Quelqu'un qui n'avait jamais eu de convictions sincères qui lui soient propres, qui avait adopté les convictions des figures d'autorité les plus proches, d'abord Ford à travers un livre, puis Streicher en personne, puis Hitler en chair et en os. La différence était que lorsque cet édifice de convictions emprunté s'est effondré, von Schirach a eu la capacité de le reconnaître. Ribbentrop ne l'a jamais eu, coupable du 4e chef d'accusation, condamné à 20 ans de prison. Albert Speer était l'accusé qui mettait le plus Gilbert mal à l'aise d'un point de vue moral, précisément parce qu'il était le plus lucide sur sa propre culpabilité. Architecte de formation, nommé ministre de l'Armement et des Munitions en 1942 sans aucune expérience préalable du poste, Speer avait organisé la production de guerre allemande avec une efficacité technocratique qui prolongea la guerre de plusieurs années de plus qu'elle n'aurait duré sans son intervention. Cette prolongation de la guerre a coûté des millions de vies supplémentaires. Et Speer le savait. Il n'essayait pas de se cacher derrière l'ignorance ni derrière les ordres. Sa position dès le premier jour était que le procès était nécessaire, qu'il existait une responsabilité collective au sein de la direction nazie pour les crimes commis et que l'excuse consistant à obéir aux ordres était inadmissible dans un système autoritaire précisément parce que
Le consentement tacite de tous les niveaux de la direction était ce qui rendait le système possible. Ce que Speer reconnaissait ouvertement, c'était sa propre cécité volontaire. Il en savait suffisamment sur le travail forcé, sur les conditions dans les camps de travail pour avoir soupçonné ce qui se passait dans les camps d'extermination. Il ne voulait pas savoir, il était plus confortable de ne pas savoir. Je sais que je ne me faisais aucune illusion sur son sort auparavant, c'est pourquoi l'inculpation ne m'a pas particulièrement choqué, a-t-il déclaré à Gilbert le 23 octobre. Hitler m'a dit en mars que tout était perdu et que nous devrions sauver l'Allemagne d'une destruction totale, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Hitler a répondu que si l'Allemagne ne pouvait pas gagner la guerre, elle ne méritait pas de survivre. Lorsqu'il tenta de saboter la politique de la terre brûlée d'Hitler dans les derniers mois de la guerre, parcourant l'Allemagne pour convaincre les fonctionnaires locaux de désobéir aux ordres de destruction, Speer risquait sa vie. Cet acte fut reconnu par le tribunal comme une circonstance atténuante. Mais Speer avait également fait quelque chose que Gilbert a rapporté avec précision et qui ne cadrait pas avec l'image du technocrate distant. Il avait continué à recourir au travail forcé au sein de son ministère jusqu'à la fin. Il avait demandé des travailleurs à Sokal, le responsable du recrutement de la main-d'œuvre forcée, sachant parfaitement que ces travailleurs étaient amenés sous la contrainte depuis les territoires occupés, coupables des chefs d'accusation numéro 3 et numéro 4, condamnés à 20 ans de prison. Alfred Rosenberg était l'idéologue officiel du Parti national-socialiste, auteur de Le mythe du XXe siècle, le texte de référence du racisme nazi et Reichsminister pour les territoires occupés de l'Est, où il conçut et supervisa les politiques d'exploitation, de germanisation et d'extermination. Son QKMTI était de 127, pas le plus élevé du groupe, mais suffisant pour produire les instruments théoriques du génocide. Ce qui frappait le plus Gilbert chez Rosenberg, c'était son évitement, alors que d'autres accusés, comme Frank ou von Schirach, reconnaissaient ouvertement avoir participé à quelque chose d'horrible. Rosenberg revenait toujours à l'argument selon lequel il n'avait cherché qu'une solution pacifique au problème racial. Lorsque Frank lui demanda dans la salle à manger devant d'autres accusés et Gilbert, toute cette politique raciale avait-elle un sens après tout? Rosenberg garda le silence. Lorsqu'il répondit enfin, il dit « Bien sûr, nous ne nous attendions pas à ce qu'elle conduise à des choses aussi terribles que le massacre de masse et la guerre. Je ne cherchais qu'une solution pacifique au problème racial. » La discussion sur l'Inquisition entre Frank Rosenberg, Kaltenbrunner et Saïs Inquart dans la salle à manger pendant le procès de von Papen fut l'un des échanges les plus révélateurs du journal. Frank, d'un ton sinistre, a commencé par comparer l'Inquisition au crime nazi comme si les deux faisaient partie d'un même continuum de barbarie humaine et semblait même trouver quelque chose d'obscurément amusant dans cette comparaison. Rosenberg s'est joint à lui, ravi que Frank admette que l'histoire de l'Église catholique était déshonorante. Et Kaltenbrunner ajouta des détails sur Torquemada avec le ton de celui qui contribue à une discussion académique, sans qu'aucun des trois ne semble percevoir l'obscénité du fait que ce fut précisément eux qui discutassent des crimes d'autrui. Reconnus coupables des 4 chefs d'accusation, exécutés le 16 octobre 1946. Ernst Kaltenbrunner, chef du bureau central de sécurité du Reich, qui comprenait la Gestapo, le SD et la police criminelle, depuis janvier 1943, est arrivé au banc des accusés plusieurs semaines après les autres, en raison d'une hémorragie cérébrale survenue pendant le procès. Lorsqu'il fit enfin son apparition, avec sa stature imposante et son visage marqué de profondes cicatrices, l'effet sur ses co-accusés fut immédiat et physique. Gilbert décrivit ce moment. Un frisson parcourut le banc des accusés, comme si une rafale glaciale avait pénétré par la porte ouverte. Kaltenbrunner s'attendait apparemment à un accueil favorable et commença à saluer ses compagnons. Personne ne répondit. Jodl, le plus proche de la porte, fut pratiquement contraint de lui serrer la main lorsque Kaltenbrunner la lui tendit. Frank ne leva même pas les yeux de son livre, bien que lorsque Gilbert passa près de lui, Frank fit un signe de tête en direction de Kaltenbrunner et murmura « Regardez ce profil. Intéressant, n'est-ce pas ?» Son QI de 113 le classait au 2e rang des plus faibles du groupe. Mais Kaltenbrunner représentait quelque chose de différent de ce que son intelligence relative suggérait.
Il était le seul parmi les accusés à avoir exercé un contrôle direct sur l'appareil d'extermination au cours de ses 2 dernières années de fonctionnement. Sous sa direction, le RSHA supervisa l'assassinat d'environ 4 millions de Juifs dans les camps de concentration, en plus des 2 millions exécutés par les Einsatzgruppen. Kaltenbrunner a systématiquement nié toute responsabilité, arguant qu'il s'agissait simplement d'un service de renseignement. Le tribunal n'a pas trouvé cet argument convaincant. Reconnu coupable des chefs d'accusation numéro 3 et numéro 4, exécuté le 16 octobre 1946. L'amiral Karl Dönitz, qui avait succédé à Hitler en tant que chef de l'État allemand pendant les 11 derniers jours du Reich avant la capitulation, et le grand amiral Erich Raeder, qui avait bâti et commandé la marine allemande pendant 15 ans, représentaient lors du procès la cause des militaires qui estimaient avoir accompli leur devoir professionnel sans participer aux crimes idéologiques du régime. Dönitz, avec un QI de 138, à égalité avec Göring, était le plus intelligent et le plus éloquent sur le plan émotionnel parmi les accusés en uniforme militaire. Lorsqu'il vit le film sur les camps de concentration, sa réaction fut sincèrement indignée. Comment peuvent-ils m'accuser d'être au courant de telles choses? Ils me demandent pourquoi je ne suis pas allé voir Himmler pour vérifier l'existence des camps de concentration. C'est absurde. Il m'aurait chassé tout comme je l'aurais chassé s'il était venu enquêter sur la marine. Gilbert le décrivit comme quelqu'un qui donnait l'impression d'être un garçon innocent dans un repère de gangsters et de politiciens. Cette image était en partie correcte. Dönitz s'était sincèrement tenu à l'écart des crimes idéologiques du régime. Mais ses propres ordres concernant la guerre sous-marine, en particulier l'ordre qui interdisait effectivement le sauvetage des survivants des navires coulés, avaient violé le droit international de la guerre maritime. Raeder, quant à lui, fut le premier à concevoir l'invasion de la Norvège, en violation de la neutralité norvégienne. Il reconnut avoir enfreint le traité de Versailles dans le cadre du programme de réarmement naval, bien qu'il le présentât comme une question d'honneur pour tout Allemand. Ce qui unissait Dönitz et Raeder, c'était leur mépris pour les politiciens, Göring, von Schirach, Frank, Ribbentrop, qu'ils tenèrent pour responsables d'avoir déclenché la guerre et commis les crimes. Dans cette optique, ils n'étaient que de simples soldats faisant ce qu'on attendait d'eux. La question que Gilbert ne cessait de leur poser sous différentes formes était la même. À quel moment l'accomplissement du devoir professionnel devient-il complicité de crime? Dönitz, coupable des 2e et 3e chefs d'accusation, 10 ans de prison. Raeder, coupable des 1er, 2e et 3e chefs d'accusation, perpétuité. Walter Funk, successeur de Schacht au poste de ministre de l'économie et président de la Reichsbank, a fondu en larmes en voyant le film sur les camps. Il a de nouveau pleuré lorsque le tribunal a présenté les preuves concernant l'accord qu'il avait signé avec Himmler en 1942, en vertu duquel la Reichsbank recevait de l'or et des bijoux provenant des SS, lors des plombages dentaires et des lunettes des victimes des camps d'extermination, les bijoux personnels pris à ceux qui étaient conduits vers les chambres à gaz. Funk affirma qu'il ne savait pas ce que les SS envoyaient. Le tribunal estima qu'il le savait ou qu'il refusait délibérément de le savoir. Son QI de 124 était respectable. Son caractère était celui d'un homme qui fonctionnait bien en période de prospérité et qui s'effondrait sous toute pression morale réelle. Gilbert l'observa pleurer régulièrement, demander des somnifères, répéter « horrible, horrible », sans que cela ne semble se traduire par une quelconque prise de conscience de sa propre responsabilité. Wilhelm Frick, ministre de l'Intérieur pendant les premières années du Reich, fut l'architecte juridique de la machine de persécution. Il rédigea, signa et appliqua les lois qui supprimèrent les syndicats, qui persécutèrent les églises, qui jetèrent les bases des lois de Nuremberg de 1935 qui privèrent pratiquement les Juifs de leur citoyenneté. Sa réaction à l'acte d'accusation fut celle d'un avocat. Tout l'acte d'accusation repose sur l'hypothèse d'un complot fictif. Fritz Sauckel, Gauleiter de Thuringe et chef du recrutement de main-d'œuvre du Reich, était responsable d'un programme qui avait déporté plus de 5 millions d'êtres humains pour les faire travailler dans des conditions d'esclavage en Allemagne. Sa propre déclaration du 1er mars 1944 fut consignée au dossier. Sur les 5 millions de travailleurs arrivés en Allemagne, moins de 200 000 sont venus volontairement.
Lorsqu'il vit le film sur les camps, son visage se crispa de spasmes. « Je m'étranglerais moi-même de mes propres mains si je pensais avoir le moindre rapport avec ces meurtres », s'écria-t-il en agitant ses doigts tremblants. Sokell, reconnu coupable des chefs d'accusation numéro 3 et numéro 4, exécuté le 16 octobre 1946. Constantin von Neurath, ministre des Affaires étrangères dans les premières années du régime nazi, puis protecteur de Bohême et de Moravie, était le représentant de la diplomatie allemande de l'époque guillermienne qui avait prêté sa respectabilité au régime pour lui donner une apparence de normalité aux yeux du monde. Lorsque le tribunal lut les documents montrant les politiques de germanisation et de terreur menées sous son administration dans le protectorat, von Neurath protesta en affirmant qu'il n'avait rien pu y faire, qu'il avait démissionné dès qu'il en avait eu la possibilité. Le tribunal a estimé qu'il était resté en fonction suffisamment longtemps pour superviser la suppression de la presse libre, des partis politiques et des syndicats, et pour administrer un territoire où des crimes de guerre étaient commis. Franz von Papen était le personnage le plus complexe du groupe du point de vue de Gilbert. Chancelier du Reich avant Hitler, il avait été le politicien qui avait manœuvré pour que Hitler soit nommé chancelier en janvier 1933, convaincu qu'il pourrait le contrôler depuis le cabinet. C'est dans cette illusion que résidait toute la tragédie de von Papen en tant que figure historique. C'était un homme d'une courtoisie irréprochable, âgé de 70 ans, qui ne montrait de l'irritabilité que lorsqu'un inconfort physique le perturbait. Avec Gilbert, il se montrait expansif au sujet d'Hitler. C'était un menteur pathologique, cela ne fait aucun doute. Je ne parviens pas à le comprendre exactement. Je pense qu'il voulait le meilleur pour l'Allemagne au début, mais il est devenu une force du mal déraisonnable sous l'effet des flatteries de ses partisans. Von Papen a fait valoir pendant le procès qu'il était resté au gouvernement, puis en tant qu'ambassadeur en Autriche et en Turquie pour tenter de faire le bien afin d'éviter des maux plus grands. C'était là la même logique que de nombreux collaborateurs de régimes totalitaires ont employée à travers les âges. La logique selon laquelle il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur, selon laquelle une influence modérée de l'intérieur l'emporte sur l'impuissance de l'extérieur. Le tribunal n'a pas trouvé de preuves suffisantes que von Papen ait pris part à la planification de guerre d'agression au sens juridique du terme. Verdict non coupable. Von Papen a été libéré. Le 29 novembre 1945, le tribunal projeta un documentaire préparé par les forces américaines sur les camps de concentration tels qu'ils avaient été découverts par les troupes alliées lors de leur libération. Gilbert et Kelley furent placés aux deux extrémités du banc des accusés avec pour instruction d'observer et de prendre des notes pendant la projection. Les notes prises par Gilbert pendant cette heure de film constituent l'un des documents psychologiques les plus extraordinaires du XXe siècle. À peu près toutes les minutes, Gilbert notait le comportement de chaque accusé. À intervalles d'1 ou 2 minutes, les notes sont les suivantes. Schacht s'oppose à ce qu'on lui montre le film. Il se retourne, croise les bras, regarde vers la tribune. Fritzsche semble déjà pâle et est consterné lorsque commencent les scènes de prisonniers brûlés vifs dans une grange. Keitel s'essuie le front, enlève ses écouteurs. S regarde l'écran, ressemblant à un spectre aux yeux enfoncés sous la lampe posée au sol. Von Neurath a la tête baissée, il ne regarde pas. Funk se couvre les yeux, semble en agonie, secoue la tête. Ribbentrop ferme les yeux, regarde ailleurs. Frank déglutit, cligne des yeux, essayant de retenir ses larmes. Fritzsche regarde intensément, le front plissé, crispé au bout de son siège, visiblement en agonie. Göring reste appuyé contre la balustrade, sans regarder la plupart du temps, l'air somnolent. Funk murmure quelque chose entre ses dents. Streicher continue de regarder. Immobile à l'exception d'un froncement de sourcils occasionnel, Funk pleure à présent, se couvrant la bouche de la main lorsque des cadavres de femmes nues sont jetés dans une fosse. Streicher montre des signes de trouble pour la première fois. Le film se termine. La scène qui s'ensuivit dans le pavillon des cellules cette nuit-là fut tout aussi extraordinaire. Fritzsche éclata en sanglots dès que Gilbert eut fermé la porte de sa cellule sans qu'on lui ait posé la moindre question. « Aucune puissance au ciel ou sur terre n'effacera cette honte de mon pays. Pas avant des générations, pas avant des siècles. » Il était secoué de sanglots.
Excusez-moi de m'être laissé aller, mais j'ai dû rester assis là et me retenir pendant 1 heure entière. Von Schirach semblait relativement calme, mais il a déclaré « Je ne sais pas comment les Allemands ont pu faire de telles choses. » Frick fit de faibles tentatives pour rationaliser la situation en évoquant l'interruption des communications ces derniers mois, puis changea de sujet et demanda s'ils n'allèrent pas les emmener faire une promenade. Funk était si déprimé qu'il fondit en larmes dès qu'on lui parla du film. « Horrible, horrible », répétait-il d'une voix étranglée. Lorsqu'on lui demanda s'il avait besoin d'un somnifère, il sanglota. « Pourquoi? Pourquoi ?» Streicher a admis que le film était terrible, sans montrer aucune émotion apparente, puis a demandé si les gardes ne pourraient pas faire moins de bruit la nuit. Speer ne montra aucun signe extérieur d'émotion, mais déclara qu'il était plus que jamais déterminé à reconnaître la responsabilité collective de la direction du parti et à absoudre le peuple allemand de toute culpabilité. Frank était extrêmement déprimé et agité. Dès que le film fut mentionné, il se mit à pleurer de honte et de rage. Quand on pense que nous vivions comme des rois et que nous croyions en cette bête, ne laissez personne vous dire que vous n'aviez aucun idéal. Vous sentiez tous intuitivement que quelque chose n'allait vraiment pas dans ce système, même si nous ne connaissions pas tous les détails. Vous ne vouliez pas savoir. C'était trop confortable de vivre du système, de faire vivre nos familles dans le luxe et de croire que tout allait bien, on nous traite trop bien, dit-il en désignant la nourriture sur la table qu'il n'avait pas touchée. Vos prisonniers et notre propre peuple mouraient de faim dans nos camps. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Sokol était complètement effondré. Son visage se crispait de spasmes et il tremblait de la tête aux pieds. Je m'étranglerais moi-même de mes propres mains si je pensais avoir le moindre rapport avec ces meurtres. C'est une honte. Schacht brûlait d'indignation. Comment ose-t-il me faire asseoir là avec ces criminels et me faire regarder un film sur les atrocités des camps de concentration? Et Göring, ce soir-là, quand Gilbert lui rendit visite, c'était une si belle soirée jusqu'à ce qu'il montre ce film. Il lisait mes conversations téléphoniques sur la question autrichienne et tout le monde riait avec moi. Et puis ils ont montré cet horrible film et ça a tout gâché. Hans Fritsch, chef de la division radio du ministère de la propagande de Goebbels, était le seul accusé dont la présence au banc des accusés était remise en question par beaucoup, y compris plusieurs de ses camarades. Göring alla jusqu'à dire « Je n'avais jamais entendu parler de Fritsch. Fritsch avait le même QI que Frank, 130, et il était, à certains égards, le plus tourmenté de tous, non pas parce qu'il avait participé directement au crime comme Frank, mais précisément parce qu'il était pleinement conscient du rôle que la propagande avait joué pour rendre ces crimes possibles et de sa propre participation à cette propagande. Quand il a vu le film sur les camps, il a été le premier à s'effondrer. Lorsque Gilbert lui a rendu visite ce soir-là, il lui a dit que le vendredi et le samedi précédent avaient été les premiers jours de sa vie où il n'avait pas pu prier. Cela dépassait mon imagination la plus folle. Ce que Fritsch exprimait mettait des mots sur quelque chose que Gilbert trouvait particulièrement précieux, le point de vue de quelqu'un qui avait sincèrement cru en la mission du Reich, qui avait participé à la construction de l'appareil mental qui avait permis à des millions d'Allemands de fermer les yeux sur les crimes et qui devait désormais vivre avec cela. « Quelqu'un doit en répondre », a déclaré Fritsch à Gilbert. Mais laissez-nous expliquer notre position au monde, afin qu'au moins nous ne mourions pas sous ce terrible fardeau de la honte. Le tribunal, dans l'un de ses verdicts les plus surprenants, a déclaré Fritsch non coupable, estimant que ses émissions de radio, bien que de nature propagandiste, n'avaient pas pour but d'inciter le peuple allemand à commettre des atrocités contre les peuples conquis. Le 1er octobre 1946, le tribunal militaire international a rendu ses verdicts. 11 des 22 accusés ont été condamnés à mort par pendaison. 3 ont été acquittés. Les autres ont été condamnés à des peines allant de 10 ans d'emprisonnement à la prison à perpétuité. Condamnés à mort, Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sokol, Jodl, Seyss-Inquart et par contumace, Martin Bormann. Condamnés à la prison à perpétuité, Hess, Funk, Raeder, condamnés à des peines moins lourdes, Dönitz, 10 ans, von Schirach, 20 ans, Speer, 20 ans, von Neurath, 15 ans. Acquittés, Schacht, von Papen, Fritsch.
Les réactions des accusés à l'annonce de leur peine furent, une fois de plus, psychologiquement révélatrices. Göring ne montra aucune émotion lorsque la sienne fut lue. Plus tard, il a dit à Gilbert « La mort ne m'inquiète pas outre mesure. » Dönitz a déclaré « Je suis très déçu par le verdict. » Frank a dit « C'est mérité. » Keitel a visiblement pâli. Hess semblait confus, comme toujours. Ribbentrop avait un tremblement visible aux mains. Göring réussit à échapper à la potence. Dans la nuit du 15 octobre 1946, quelques heures avant son exécution prévue, il avala une capsule de cyanure de potassium qu'il avait réussi à cacher pendant des mois en prison. Les circonstances exactes de l'obtention de cette capsule n'ont jamais été complètement élucidées. Il mourut à 22h44, environ 2 heures avant que les autres condamnés ne soient conduits au gymnase de la prison. Les 10 hommes restants furent exécutés par pendaison à l'aube du 16 octobre 1946. Le premier fut Ribbentrop, le dernier fut Seyss Inquart. Les exécutions furent menées par le sergent-major John C. Woods de l'armée américaine. Lorsque Gilbert écrivit son livre Le Journal de Nuremberg, publié en 1947, puis son étude plus formelle, La psychologie de la dictature, publiée en 1950, la question qui structurait toute sa réflexion était la même que celle qui l'avait conduite à Nuremberg. Quel genre d'êtres humains commettent de tels actes? La réponse que l'année passée dans les cellules de Nuremberg lui avait apportée était troublante par sa complexité. Ce n'étaient pas des monstres au sens où ils auraient été fondamentalement différents des êtres humains normaux. C'étaient des personnes d'une intelligence supérieure à la moyenne, dont beaucoup avaient fait des études, avaient eu des carrières respectables, avaient une famille et un sens de l'humour. Ce qui les distinguait n'était pas une anomalie congénitale, mais une combinaison de traits de personnalité, de pressions institutionnelles et de conditions historiques qui avaient produit ce résultat. Ce que Gilbert a identifié en termes de traits de personnalité individuelle pourrait se résumer ainsi. Chez Göring, un égoïsme pathologique et un narcissisme extrême combinés à une véritable capacité intellectuelle. Une absence totale d'empathie fonctionnelle. Un besoin compulsif de domination et d'admiration. Un cynisme philosophique qui lui permettait de rationaliser n'importe quelle action en termes de pouvoir et de résultats. Chez Hess, une personnalité hystérique avec des tendances paranoïaques, encline à la fuite psychologique sous une pression extrême, une dépendance émotionnelle totale envers la figure du leader. Chez Ribbentrop, absence quasi totale de caractère autonome, une personnalité qui n'existait qu'en fonction de sa relation au pouvoir, incapable d'avoir une opinion propre ou de la soutenir sous quelque forme de pression que ce soit. Chez Keitel, l'obéissance érigée en philosophie morale, l'incapacité de concevoir que l'obéissance puisse être un crime en soi lorsque ce à quoi on obéit, ce sont des ordres criminels. Chez Frank, une intelligence brillante combinée à une faiblesse de caractère qui l'avait conduit à participer à des crimes que sa propre intelligence lui permettait de voir clairement comme tels. Un repentir sincère n'effaçait pas cette contradiction. Chez Streicher, une obsession de nature névrotique avec des composantes libidinalement perverses, qui s'était transformé en moteur d'une campagne de haine durant des décennies. Chez von Schirach, la malléabilité du caractère de quelqu'un dont les convictions ont toujours été empruntées et qui a pu, lorsque l'échafaudage de ses emprunts s'est effondré, reconnaître son erreur et l'exprimer publiquement. Chez Speer, la dissociation cognitive du technocrate, capable de diviser son monde entre la sphère de la compétence technique, où son travail était légitime, et la sphère des crimes, sur lesquels il préférait délibérément ne pas en savoir trop. Mais ce que Gilbert a trouvé le plus significatif et qu'il a exposé dans un essai ultérieur, c'était la structure du groupe. Individuellement, beaucoup de ces hommes auraient pu avoir des carrières respectables, ou du moins non criminelles. Dans le système du Troisième Reich, leurs traits individuels s'articulaient au sein d'une machine collective. Le narcissisme de Göring exigeait la servilité de Keitel. Le cynisme philosophique de Göring complétait le vide moral de Ribbentrop. La capacité de rationalisation de Speer rendait possible la mise en œuvre technique que le fanatisme de Streicher ne pouvait qu'inspirer mais non exécuter. La conclusion de Gilbert qui a le plus marqué la psychologie ultérieure est sa formulation sur la malveillance.
Lorsque Hannah Arendt a inventé le terme « banalité du mal » pour décrire Adolf Eichmann en 1963, elle exprimait quelque chose que Gilbert avait observé et documenté 16 ans plus tôt à Nuremberg, que les grands crimes de l'histoire ne nécessitent pas de monstres. Ils nécessitent des personnes ordinaires prêtes à compartimenter leur humanité lorsque le système dans lequel elles opèrent l'exige. Alors que Gilbert travaillait avec une liberté de mouvement psychologique, le major Leon Nathaniel Goldenson, psychiatre de la prison pendant la majeure partie du procès, menait ses propres entretiens dans une perspective différente. Goldenson est décédé en 1961 et ses notes sont restées inédites pendant des décennies, jusqu'à ce que Robert Gellatley les édite et les publie en 2004 sous le titre The Nuremberg Interviews. Les entretiens de Goldenson complètent de manière significative les travaux de Gilbert, car alors que ce dernier s'intéressait principalement aux mécanismes de défense et aux attitudes envers le procès, Goldenson explorait les parcours de vie, les relations familiales et les trajectoires personnelles qui avaient conduit chaque homme là où il se trouvait. Ce que Goldenson a découvert a confirmé et élargi les conclusions de Gilbert. Les accusés de Nuremberg n'étaient pas des cas atypiques du point de vue de leur développement psychologique. Beaucoup venaient de familles conventionnelles, avaient eu une enfance sans traumatismes apparents, avaient suivi le parcours scolaire normal de l'Allemagne de leur époque. Ce qui les avait transformés n'était pas un défaut de fabrication, mais l'interaction entre leurs traits de caractère, le narcissisme, le besoin d'appartenance, la propension à l'obéissance, la capacité de rationalisation et un système politique qui récompensait précisément ces traits et punissait leurs contraires. Gustave Gilbert est rentré aux États-Unis en 1946, après la fin du procès. Il a travaillé pendant un certain temps comme psychologue en chef à l'hôpital des anciens combattants de Lyon, dans le New Jersey, où il traitait des anciens combattants des 2 guerres mondiales ayant souffert de dépression nerveuse. En 1954, il était professeur associé de psychologie au Michigan State College. En 1961, en tant que directeur du département de psychologie de la Long Island University à Brooklyn, il fut appelé à témoigner au procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Lors de ce procès, Gilbert a décrit ce que les accusés de Nuremberg, en particulier Kaltenbrunner et Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, lui avaient dit au sujet du rôle d'Eichmann dans l'extermination. Le tribunal n'a pas admis ces analyses psychologiques des prisonniers de Nuremberg dans le cadre de son témoignage officiel, mais ces observations ont contribué à établir l'étendue des connaissances dont disposaient les plus hauts échelons du régime sur le rôle spécifique d'Eichmann. Gilbert est décédé le 6 février 1977 à Manhasset, dans l'État de New York. Il avait 65 ans. Son travail auprès des accusés de Nuremberg a continué à être étudié dans les universités et les écoles, en particulier dans le domaine de la psychologie. Mais sa contribution la plus durable fut peut-être la plus simple. Il démontra qu'il était possible de s'asseoir avec les auteurs des plus grands crimes du XXe siècle, de leur parler de manière civilisée pendant un an et d'y découvrir non pas l'horreur abstraite que l'imagination préfère, mais quelque chose de plus inquiétant, de plus banal, de plus difficile à intégrer dans tout récit rassurant sur la nature humaine. Ce n'étaient pas des monstres, c'étaient des hommes, et c'est ce qui les rendait si dangereux. Imaginez-vous dans une cellule de 3 mètres sur 4. La lumière artificielle pénètre par une petite fenêtre dans la porte. Il y a un lit, une table, des toilettes. L'homme assis en face de vous a signé des ordres d'exécution massive. Il a présidé à l'extermination de millions de personnes. Et maintenant, il vous parle d'art, d'histoire militaire, du talent nécessaire à la diplomatie. Il se montre intelligent, il se montre même drôle. Il se montre à tous les égards extérieurs un interlocuteur cultivé. Telle fut l'expérience de Gilbert pendant 365 jours. Et ce que cette expérience a détruit, c'est la distance confortable que nous avons besoin de maintenir entre nous et eux. Nous avons besoin de croire que ceux qui commettent des actes horribles sont fondamentalement différents de ceux qui ne les commettent pas. Qu'il existe une distinction de nature, et non seulement de circonstances ou de décisions entre le bourreau et le témoin, entre le criminel et l'innocent. Les résultats des tests d'intelligence, les conversations enregistrées, les comportements observés à la barre et dans les cellules ne confirment pas cette distance.
Il confirme que la même intelligence qui permet de composer une symphonie peut servir à concevoir un camp d'extermination, que la même capacité de loyauté qui unit les familles peut se transformer dans certaines conditions institutionnelles en lien qui unit les auteurs du génocide, que le même besoin d'appartenance, d'être reconnu, d'être aimé, qui nous définit en tant que, en quelque sorte, elle peut être exploitée pour pousser des gens ordinaires à commettre des actes d'une cruauté extraordinaire. Le procès de Nuremberg a été la première tentative de l'histoire d'appliquer le droit international aux crimes d'État. Les travaux de Gilbert et Goldensohn ont constitué la première tentative systématique de comprendre de l'intérieur la psychologie de ceux qui les ont commis. 80 ans plus tard, les questions soulevées par ces travaux restent les questions les plus importantes que la psychologie, l'histoire et la philosophie morale puissent se poser. Non pas parce que nous n'avons pas de réponse, mais parce que les réponses que nous avons nous révèlent quelque chose sur nous-mêmes que nous préférons ignorer.